Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, et aujourd'hui on va parler de la partie 2 du Cataclysme, donc si jamais vous n'avez pas vu la partie 1, je vous invite à aller la voir pour mieux comprendre ce qui va se passer dans cette vidéo. Et si jamais vous l'avez déjà vu, bonne vidéo. Après que les monstres aient commencé à émerger de Khaenri'ah, les chevaliers de Favonius, dirigés par le grand maître Arundolin et son successeur prévu, Rostam, sont partis en expédition à Khaenri'ah pour combattre les monstres. Rostam est mort pendant l'expédition, laissant Arundolin et Rosalind Krushka Lofalter, qui étudiait à l'académie de Sumeru à sa mort, profondément endeuillés. Arundolin a abandonné le combat et s'est retiré des chevaliers de Favonius par chagrin, tandis que Rosalind a utilisé ses connaissances pour transformer son corps en celui d'une flamme vivante et se venger des monstres, devenant connue sous le nom de la sorcière des flammes ardentes. Pendant ce temps, Mondstadt a été attaqué par un Durin corrompu, qui a été créé et envoyé à Teyvat par Rinnedotir. Comme Arundolin avait abandonné le combat après la mort de Rostam, il n'y avait pas de chevalier au croc de lion pour mener le combat, et personne assez fort pour affronter Durin. Les habitants de Mondstadt ont crié à l'aide et ont été entendus par l'Archon Anemo, qui a appelé Dvalin pour combattre Durin. Dvalin a vaincu le grand dragon, mais a ingéré le sang empoisonné de ce dernier dans le processus. Il est alors allé à l'ancien Mondstadt, donc l'antre de Storm Terror aujourd'hui, pour récupérer, tandis que Durin est tombé sur deux dragons, dont le froid extrême et surnaturel a permis au pouvoir à l'intérieur de Durin de s'infiltrer dans le pays. Même aujourd'hui, le cœur de Durin semble encore battre. À un moment donné après la mort de Durin, l'une des créations ratées de Rinnedotir, un sujet antérieur à son projet de l'humain primordial qui avait été dévoré par Durin, s'est échappé. À Liyue, le gouffre et les ruines de Dunyu sont deux endroits connus qui ont été principalement touchés par le cataclysme. Des monstres se sont déversés du gouffre et en réponse, Morax a envoyé les 1000 élites pour défendre et évacuer les mineurs. Un Yaksha sans nom, qui avait autrefois abandonné son devoir de défendre Liyue, est revenu se battre aux côtés des 1000 élites. Ensemble, ils ont probablement péri au combat. Ce qui s'est passé dans les ruines de Dunyu est inconnu, mais ses habitants ont décidé d'abandonner la ville et de déménager au port de Liyue. Aucun des réfugiés ni des adeptes n'ont parlé de ce qui s'est passé là-bas. À Inazuma, peu de temps avant que les abysses n'envahissent Teyvat, le kitsune Urakusei a apparemment fait quelque chose qui y était lié, ce qui a énormément irrité la Kitsune Saigu et conduit à son bannissement. La Kitsune Saigu, consciente de la menace imminente, a temporairement déménagé du grand sanctuaire de Narukami jusqu'au Tenshukaku pour rester auprès de l'Archon Electro. Lorsque les abysses sont attaqués, Makoto et ses proches alliés, donc Ei, Mikochi Shiyo, la Kitsune Saigu, Raizenbu le Grand Tengu et Takamine le Fendeur de Brume, ont combattu la menace d'un autre monde mais ont finalement péri ou disparu. Chiyo a été dévorée par une bête du péché et alors qu'elle a tué le monstre, elle était corrompue et s'est retournée contre Ei et l'a combattu. Ce qui s'est terminé après qu'Ei lui ait coupé les cornes et le bras armé et l'ait forcé à fuir. La Kitsune Saigu a disparu et a été consommée par les abysses pour des raisons qui ne sont pas claires mais probablement liées aux cerisiers tonnerres qui ont été presque submergés en essayant de purifier la terre pendant le cataclysme. Raizenbu le Grand Tengu, furieuse de son incapacité à protéger la Kitsune Saigu, partit en exil volontaire. Takamine a disparu dans une bataille contre les forces obscures pour être tué par son ancienne amante Asazibiki lorsqu'il a finalement refait surface plusieurs années plus tard. Makoto a été tué au combat, mourant dans les bras de sa sœur. Sumeru a apparemment été affecté par le cataclysme plus tard que d'autres pays comme Mondstadt. Cependant, le dieu des bois, l'ancien archon d'Endro de l'époque, a été tué lors de l'attaque de Khaenri'ah. Cela a peut-être affaibli le pouvoir d'Endro dans son ensemble, car Verdesienne n'était plus capable d'entendre l'herbe et les arbres parler à la suite de la mort du dieu. L'affrontement entre Célestia et les Sept contre Khaenri'ah s'est terminé par la victoire des dieux, bien que les archons aient perdu le dieu des bois et l'archon Electro Makoto dans la bataille. En guise de punition pour avoir perdu, la dynastie Eclipse a été anéantie. Dainsleif, un chevalier de la famille royale, a été maudit avec l'immortalité, tandis que la plupart des citoyennes Khaenri'ah ont été infligées avec une malédiction qui les a transformés en monstres. Certaines personnes ont pu éviter la malédiction comme la lignée de Kaiya et apparemment Rinnedotir, mais leurs circonstances exactes sont inconnues. Pendant la catastrophe, Dainsleif ordonne à Halfdan, élite des gardes royaux, de protéger à tout prix le peuple de Khaenri'ah. Cependant, Halfdan est mort en sacrifiant sa vie en conséquence. Lui et les autres gardes royaux ont fini par se transformer en carapaces sombres. Le sort du peuple maudit est resté ambigu. Paimon conclut du récit donné par le jumeau du voyageur que les monstres de l'ordre de l'abîme étaient à l'origine le peuple de Khaenri'ah, et le chantre Pyro, Enju, recherche le livre avant le soleil et la lune, tout comme la délégation de Khaenri'ah l'a fait il y a des milliers d'années.
Cependant, la perspective de Dainsleif sur l'ordre de l'abîme ne corrobore pas tout à fait cette conclusion. Il les considère uniquement comme des monstres. Après avoir parlé du peu de gens qui comprennent Khaenri'ah et de ceux qui ont une exactitude discutable, il poursuit en disant « Seul l'ordre de l'abîme a constamment recherché les restes de Khaenri'ah. Bien qu'il soit loin d'être humain, il recherche cette civilisation humaine perdue de manière assez persistante. Il a été confirmé plus tard que les Brutocolinus sont en fait les anciens habitants de Khaenri'ah qui ont été affligés par la malédiction et sont devenus des monstres dépourvus d'humanité. » Après l'arrivée des jumeaux voyageurs à Teyvat, le jumeau s'est réveillé le premier et a finalement témoigné de la destruction de Khaenri'ah. À un moment donné, il a également voyagé à travers Teyvat avec Dainsleif, mais quand exactement cela s'est produit par rapport au cataclysme n'est actuellement pas clair. Partout dans le monde, il y a eu une augmentation soudaine et inexpliquée de la population de Brutocolinus après le cataclysme. Avec Khaenri'ah en ruine, le jumeau du voyageur se précipite vers l'endroit où le voyageur était toujours inconscient et le réveille, espérant quitter Teyvat le plus rapidement possible. Le voyageur a brièvement été témoin de la nation détruite avant que les deux ne tentent de partir et tombent sur la déesse inconnue. Sans leur maître, les automates de Khaenri'ah se sont répandus dans tout Teyvat, devenant particulièrement attirés par les ruines et devenant ainsi connus sous le nom de mécanisme des ruines. L'ordre de l'abîme a été formé avec l'intention de renverser Celestia et de dévaster le monde de la surface qui est sous leur domination. Pendant ce temps, malgré sa colère envers les Sept, Dainsleif considère l'ordre de l'abîme comme la plus grande menace et devint alors leur adversaire. Non seulement Rin Edotyr est sortie vivante du cataclysme, mais elle a continué à créer son deuxième chef-d'œuvre, l'humain synthétique, Albedo. Interrogé sur leur lien avec la nation déchue, Albedo rassure le voyageur qu'il a été créé longtemps après sa destruction et qu'en tant que pur alchimiste comme elle, qui vit pour la connaissance académique, il n'y a aucun attachement particulier. Reste à savoir si cela reflète l'opinion de Rin Edotyr sur Khaenri'ah. Rosaline a continué à se battre contre des monstres, mais sa destruction aveugle a fait que beaucoup ont eu peur d'elle. Avant que ces flammes ne puissent consumer son cœur et la tuer, elle a été découverte par Pyro des exécuteurs Fatui, qui lui a donné un œil maléfique pour supprimer les flammes et l'a incité à rejoindre la cause des Fatui. Le chevalier blanc, mentoré par Rostam, a survécu à l'expédition et a continué à se battre contre les monstres. Cependant, il est devenu absorbé par la sensation physique du massacre et est devenu connu sous le nom du chevalier ensanglanté. Et réalisant qu'il n'avait plus sa place parmi l'humanité, il s'aventura dans les abysses avec l'intention de mourir au combat, seulement pour en apprendre davantage sur leurs origines. L'ultime injustice qui maudit le peuple de Khaenri'ah à se transformer en monstre. Le chevalier taché de sang a alors prêté allégeance à l'abîme, et son sort par la suite est inconnu. À un moment donné de l'histoire de Mondstadt, le premier laboureur, un prototype pour les automates maintenant connus sous le nom de gardien des ruines, s'est retrouvé d'une manière ou d'une autre à Mondstadt et a erré dans le terrain d'essai d'Andros. Prenant initialement la machine de guerre pour un challenger, Andros s'est battu contre elle et l'a finalement gravement endommagée. Il s'est enfui vers la tour de Dekabarian où il a tiré des missiles sur quiconque s'approchait de la zone. Les habitants de Mondstadt, qui ne connaissent pas la technologie de pointe de Khaenri'ah, ont confondu ces attaques avec les vestiges de la colère de Dekabarian et ont intitulé le phénomène « la furie finale du tyran ». Cependant, environ 1 an après le début des attaques, elles ont soudainement cessé car le laboureur a perdu sa fonctionnalité. Les gens ont ensuite déterminé que ce n'était probablement pas l'œuvre de Dekabarian car il était le dieu des tempêtes et qu'il était peu probable qu'il utilise des attaques basées sur le feu, mais n'ont pas enquêté davantage sur le problème. À Liyue, la bataille contre les monstres a conduit à une renaissance de la fabrication d'armes et de la création de catalyseurs, après que les gens aient découvert que les armes jusqu'au cataclysme n'étaient pas adaptées au combat contre de telles créatures. Cette renaissance s'est poursuivie même après la fin de l'assaut des monstres et a conduit au développement des armes prototypes et de roches noires. Avec la mort du précédent Archon Electro, Ei est devenu le nouvel Archon. Ayant perdu beaucoup de ses alliés proches au cours du conflit, et effrayé après avoir été témoin de la mort de sa sœur, Ei est devenu obsédé par l'éternité et espérait préserver l'Inazuma actuelle pour toujours. Désabusée par Celestia, après avoir été témoin du sort de Khaenri'ah, elle a rompu ses liens avec eux et a finalement donné son Gnosis à Yaemiko pour qu'elle le garde. Craignant d'être sensible à l'érosion, Ei a mené des expériences pour créer un automate à son image qui gouvernerait Inazuma à sa place tandis qu'Ei s'isolerait dans son monde personnel, le plan de Timi, méditant pour conjurer l'érosion. Dans le processus de la création de la Shogun, Ei a également créé la marionnette maintenant connue sous le nom de Scaramouche. À Snezhnaya, la tsarine, aigrie par ce qui s'est passé, a coupé les liens avec Venti et potentiellement les autres archons, et a établi les Fatui pour combattre l'ordre de l'abîme et renverser un jour Celestia, avec Pyro comme le premier des 11 exécuteurs. Ce dernier a pris l'initiative de recruter des individus puissants, dont Signora et Scaramouche, en leur accordant des yeux maléfiques pour renforcer leurs capacités. La tsarine a également accordé à ses exécuteurs une autorité exécutive divine, bien qu'il ne soit pas clair si cela est directement lié aux yeux maléfiques.
ou s'il s'agit d'un pouvoir distinct. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je rappelle qu'en description, il y a mon Discord et ma chaîne Twitch pour ceux qui sont intéressés. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, à la prochaine, tchuss.